Ok, bon, c'est parti. Alors, du coup, bah, le mindset, le plus dur sur le mindset, c'est d'être capable, entre guillemets, bah, de suivre son plan, de trader quand on comprend et surtout ne rien faire quand il faut rien faire. Ça, c'est le plus important et c'est le plus gros risque. Euh, bon, ouais. C'est le plus gros risque. Attendez, juste taguer quelqu'un, je sais pas pourquoi il. Ah, il est là. Ou Anto, je sais pas si tu peux l'aider, vite fait, parce que je sais pas ce qu'il n'arrive pas le collègue là à regarder. Donc le plus gros risque, voilà, c'est de trader, voilà, dans des moments auxquels on maîtrise pas et éventuellement commence à perdre et remiser plus, tout perdre, enfin partir dans des spirales négatives. Donc le plus important, ça va être eh bien de savoir maîtriser son risque parce que c'est bien, par exemple, de connaître le money management, de connaître toutes les règles techniques qu'il faut, le mindset, etc. Euh, eh bien, le problème, c'est si jamais bah, vous commencez à entrer dans une mauvaise spirale, vous commencez à perdre, vous commencez à tilter, quoi, littéralement. C'est le terme qu'on utilise dans le poker, dans les jeux vidéo. Le tilter, quoi. On commence à faire n'importe quoi. Je sais pas, le problème, il dit que le collègue, il n'arrive pas à rejoindre la vidéo. Donc, je sais pas si bon, bref. Voilà, j'ai pas le temps de m'occuper, mais c'est pas avec lui. Mais sinon, voilà, le risque, c'est de commencer à trader quand il ne faut pas le faire. Et quand est-ce qu'il faut pas le faire? C'est surtout quand on ne comprend pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et voilà. Euh, Moi, il y a une petite analogie que je trouve assez sympa aussi. C'est un peu penser un peu à la guerre des tranchées, vous voyez. Il y a un côté, bah, un camp, l'autre côté, il y a l'autre camp. Et au milieu, il y a le no man's land, quoi. Et dans le no man's land, c'est dans toutes les zones auxquelles, a priori, on n'est pas forcément obligé de trader. Par exemple, imaginons, je sais pas, on veut trader ce range-là, voilà, ici, là, tac. Voilà, ici, ou alors, je sais pas, on peut le prendre en daily, quoi. On se dit, par exemple, je sais pas, je le fais rapidement, hein, mais on veut trader ce range-là, par exemple, ici. Bah nous, ce qui va nous intéresser, c'est le bas, le haut, le milieu, et éventuellement les quarts de range, voilà, pour les plus aguerris, quoi. Donc en fait, quand on a un setup comme ça, qu'on est trader de range, c'est on achète le bas, on vend le haut, et éventuellement on va prendre des profits un peu au milieu, quoi. Mais tout le reste, on ne touche pas, quoi. S'il est au 9 dixième ou quoi, alors sauf si on est expérimenté et qu'on sait ce qu'on fait, on voit les réactions, etc., tout va bien. Genre par exemple là, il y avait peut-être des trucs à faire pour les avertis ici. Mais si on n'est pas averti, voilà, on peut rester dans le modèle super simple. Et tout ce qu'il y a au milieu, bah, il faut potentiellement ne pas y toucher, quoi. Il ne faut pas commencer à faire d'overtrading. Ça, c'est le plus gros risque, c'est de vouloir trop faire de trading. Et généralement, voilà, les gens, quand on est dans des périodes baissières comme ça, etc., surtout ici, c'est le moment, je pense, où le marché était le plus mort. En fait, il ne se passait strictement rien. Et pourtant, bah, on le voit après coup qu'en fait, c'était bah, le meilleur moment pour faire un maximum de gains, quoi. Je pense que c'est là où il y a eu le plus gros gain. En fait, ici, c'était 43%. Je pense que 43%, c'est quasiment tout le mouvement. Ouais, c'est à peu près la moitié, quoi. Même si on l'avait pris là, on avait moins, je pense. Ah non, on est à peu près pareil. On a 50. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de vouloir faire du trading quand personne ne veut en faire. Sauf que bah, quand personne ne veut en faire, la plupart du temps, sauf si on est un trader vraiment expérimenté, eh bien, c'est pas le moment auquel nous, on a nous-mêmes envie de trader, puisque on est bah, un humain comme tout le monde, quoi. Donc, quand on veut suivre son plan de trading, il faut suivre son plan de trading. Il ne faut pas commencer à s'aventurer, à aller à droite, à gauche, trader tout, n'importe quoi, trop en faire. Voilà, si moi, par exemple, dans mon plan, je me dis, bah, j'achète les 0,7, voilà, c'est pour ça, moi, j'ai mis par exemple un ordre sur mon exchange
sur les 0,7 parce que je me dis, bah voilà, j'achète les 0,7. Bah, j'achète les 0,7, je vais pas acheter ici, là, 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 voilà, c'est faire trop en fait. Là où on va gagner beaucoup d'argent éventuellement, c'est quand on fait des bonnes entrées. Donc par exemple, j'avais acheté ici, là j'ai fait une très bonne entrée, en plus j'ai vendu bah, assez haut, genre par là. Et sauf que moi j'ai bah, justement j'ai un petit peu impacté mon mental eh bien aujourd'hui parce que j'avais pris un peu trop la confiance et j'ai pris un short peut-être un peu trop rapidement, voilà. Et bah, mon short s'est fait stopper et c'est dommage en fait de rendre un petit peu des gains qu'on a fait parce que on veut trop trader en fait. Selon ma propre méthode d'ailleurs, bon j'avais un short potentiel ici donc là pourquoi pas, bon voilà il s'est fait stopper. Mais l'endroit qui me donne le plus envie de rentrer en position, c'est dans cette zone. Et eh bien, j'ai pris une position ici, alors que, a priori, juste rentrer là, par exemple, c'était suffisant. Même si ça n'arrivera jamais, eh ben, c'est pas grave. Soit je rachète ici parce que ça vient dans ma zone d'achat, soit je vends ici parce que ça aide dans ma zone de vente. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre potentiellement le moins de positions possible. Mais par le moins de positions possible, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire très peu. Euh, Ça veut dire qu'il faut en avoir pas beaucoup. Enfin, du moins qu'il faut qu'on les maîtrise au maximum. C'est-à-dire que quand on arrive dans une zone, on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on est là, pourquoi on achète. Et voilà, c'est pas juste du feeling, tiens, je sens que ça va monter, tiens, je sens ci ou ça. Voilà, moi, si j'ai acheté par exemple par là, c'est parce que moi, là, j'avais un support long terme ici, en fait, tout simplement, sur la ligne verte. Voilà, donc ici, bah voilà, j'achète parce que j'ai une raison de le faire. Est-ce que j'ai une raison d'acheter, je sais pas, ici? Bah non, franchement, j'ai pas de raison. En plus, voilà, par exemple, on regarde les EMA, etc. Bah, par exemple, là, on est sous résistance d'EMA. Alors oui, voilà, il y avait encore une petite hausse à faire, etc. Mais le mouvement qui était intéressant à prendre, c'était celui-là. C'était pas celui-là. Voilà. Alors après, je dis pas que vous pouvez pas vous faire plaisir en scalping, hein, parce que là, on le regarde en 15 minutes. Mais peut-être que si on regarde ce même mouvement ici en 1 minute, par exemple, hein, bah, vous voyez, il y avait quand même des mouvements qu'on pouvait prendre, qui avaient du sens, et cetera. Mais parce qu'on a réduit le temps et que on va peut-être pas chercher des mouvements, je sais pas, comme celui-là, qui a un R par exemple de 3, mais on va plutôt, par exemple, se mettre ici avec un stop, voilà, par exemple ici, pour chercher ça. Et on a aussi un R de 3, c'est possible, par exemple. Mais parce que là, on est dans une unité de temps qui est plus petite. Voilà, par exemple, là, on a fait un pullback sur cette zone ou voilà, il y a sur cette mèche ici, il y a peut-être plein de raisons qui peuvent nous amener à acheter cette zone. Voilà, moi, par exemple, ici, j'ai un support long terme aussi. Donc, pourquoi pas? On peut. Mais faire trop de trading, c'est sans doute une des raisons qui va vous mener à faire le plus de pertes. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Il y a quand même pas mal de bons traders qui mettent en garde très souvent sur l'overtrading. C'est une des principales causes de perte, je pense. Alors attends. Mais comment tu sais que ça va plus bas puis casser le range dans ces cas-là? Alors, la méthode du captain, ça reste plutôt de penser que quand tu as un support, il y a un support. Ça veut dire qu'il tient jusqu'à ce qu'il casse. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de te mettre dans cette situation où tu te dis, bon, bah, ok, j'achète. Quand ça fait peur, en fait, le support, c'est le moment où ça va le taper, où tu as peur. Et c'est le moment où tu vas faire les meilleurs achats. Il n'empêche que le captain, quand il va acheter un support, voilà, par exemple, je sais pas, ici, par exemple, moi j'avais mon support long terme, donc soit tu peux l'acheter directement, soit tu peux attendre une réaction dessus, tu vois. Et une réaction, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple, voilà, par exemple, acheter la réintégration. Alors des fois, ça va rechercher une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Donc là, ça l'avait déjà un peu fait, hein. Regardez, ça avait déjà rebondi une fois, rebondi 2 fois et rebondi 3 fois. Voilà. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est une des stratégies du cap, hein, que je ne vais pas nommer parce que ça, c'est les stratégies privilégiées du cap, hein. Mais ça, ce sont des stratégies qu'il connaît déjà. Donc quand ça fait ça et que ça tombe en plus sur une zone entre guillemets clé,
c'est potentiellement une zone d'achat. Mais si, imaginons, on n'avait pas cette stratégie, on aurait pu attendre, hop, réintégration et attendre le changement de structure. Alors là, le changement de structure, regardez, il était sympathique en vrai. Là, on a un début de, en fait, on a juste un tout début de renversement, mais pour l'instant, on est toujours baissier ici. Là, on est toujours baissé, sommet plus bas. Parce que là, on a un creux plus haut qu'ici, et là, sommet plus haut. Donc là, on change de structure à partir de ici. Donc là, à partir de là, techniquement, on peut se dire que le prochain pullback devrait, la prochaine baisse devrait être un pullback qui devrait amener à plus haut. Hop, baisse au même niveau, voire légèrement en dessous. Hein, vous voyez, il est un peu piégeux. Hein. Il a été, ça c'est un swing trade pattern par exemple. On a été chercher la liquidité en dessous, bim, et hop, ça explose. Celui-là, il est beau. Ça c'est très beau par exemple. Donc voilà, on peut attendre des confirmations comme ça. On peut attendre, eh bien, d'avoir un maximum de confirmations. Oui, ça va juste chercher un tout petit peu en dessous, hein, et voilà. Et ces confirmations, eh bien, c'est le changement de structure. Donc, soit on achète directement ici dans la peur, soit on attend les changements de structure qui s'opèrent. Voilà. Et les deux sont possibles. Moi-même, j'aime bien faire un peu un mélange des deux. Pourquoi pas, par exemple, je vais acheter la moitié tout de suite, et puis l'autre moitié plus tard, en attendant un changement de structure, etc. Donc, le changement de structure, évidemment, on a le prix plus haut, parce que c'est sûr que si on achète là, bah, on se dit on a un meilleur prix que là, hein, on a déjà gagné 1%. Donc voilà, si on a du levier, etc., bah, ça peut faire pas mal. Mais par contre, faut quand même pas oublier que quand on achète là, on prend aussi le risque que le prix, eh bien, il aille jusqu'au prochain support. Donc là, ça aurait pu être par exemple là, 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 ou même là. Après, il faut même regarder par exemple en 4 heures. Donc voilà, ça aurait pu même être ici, par exemple. Voilà. Et du coup, bah, il faut faire attention parce que si on achète, voilà, surtout si on utilise du levier ou des trucs comme ça, ici, et que le prix rebaisse, eh bien, d'un certain nombre de pourcents, bah, ça peut faire assez mal. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça que il faut toujours maîtriser son risque, savoir où on en est, pourquoi, et comprendre pourquoi on le fait. Et si on rentre ici, il faut avoir une invalidation. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'avoir juste collée en dessous, mais il faut savoir pourquoi on rentre ici et où on sort quand est-ce qu'on n'est pas bon. Et si on ne sait pas ça, on s'expose à des pertes importantes. Donc, si jamais vous ne le sentez pas, vous n'avez pas encore l'expérience, etc., pour le faire, vous pouvez éventuellement utiliser des indicateurs. Ce n'est pas ce que j'utilise et c'est pas ce qu'utilise forcément le CAP, mais il y en a qui vont utiliser, par exemple, je sais pas, les bols de Bollinger, qui vont utiliser les ATR. Donc, les ATR, c'est, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros, c'est la volatilité moyenne sur les, par exemple, 14 derniers jours. Par exemple, si on prend les bougies en daily, euh, hop, on voit qu'une bougie en daily, ça bouge de, par exemple, tac tac, on va juste les mesurer comme ça bouge de 1000 points, voilà. Donc imaginons, il y a 12, la moyenne des 12 bougies, enfin des 14 bougies fait 1200, bah, c'est-à-dire que la Terre, il va être à peu près de 1200, donc on va voir les bandes qui bougent autour du prix, etc. Et ça va montrer à peu près de combien devrait bouger théoriquement le prix. Voilà, ça peut être, il y a plein de méthodes pour essayer de maîtriser où est-ce qu'on en est, si on veut le faire de façon algorithmique, c'est possible aussi. Moi, je le fais de façon discrétionnaire, mais on peut très bien le faire de façon algorithmique, il n'y a aucun problème. Voilà. Ouais, il suffit au rebond. Alors, j'ai pas trop compris ta question sur le rebond du range. Alors, alors, tu as une USDT sur ta barre en haut du navigateur. J'ai pas compris, Fibo, tu as l'icône USDT sur ta barre en haut du navigateur. Parce que là, en fait, je suis pas sur le navigateur, en fait. Je suis sur l'application de bureau TradingView que je recommande très fortement. C'est pas du tout le navigateur, en fait, c'est l'application de bureau, en fait. Tu tapes sur Google TradingView Desktop, là. Desktop, voilà, j'arrive jamais à le prononcer. Euh, hop.
Voilà, et tu pourras avoir accès à l'application de bureau, et je recommande fortement, je trouve que c'est beaucoup mieux que l'avoir dans le navigateur. Voilà. Bah, l'overtrading, c'est même pas bon. C'est carrément probablement le pire fléau des traders, hein. Donc voilà. Le, le problème, c'est que non seulement l'overtrading, c'est pas bon, mais en plus de ça, l'overtrading va souvent arriver quand il faut pas le faire, c'est-à-dire au pire moment, quoi. Et ça, c'est vraiment un problème. Surtout, par exemple, je sais pas si on commence à perdre ou quoi. C'est le moment où on va avoir le plus envie, par exemple, de prendre des revenge trading, des trucs comme ça, etc. Voilà, moi, par exemple, bah, j'ai fait une mauvaise opération bah, ce matin. Voilà. Très, très bien réussi hier soir. Ce matin, j'ai pris une petite claque. Bah, du coup, aujourd'hui, je me suis calmé. J'ai juste pas tradé, quoi. Je me suis, voilà, si je suis pas dans un bon mindset pour faire de l'intraday, eh ben, je vais juste pas en faire. En fait, je vais faire autre chose. Parce que quand on est dans le mauvais mindset, on commence à douter. Et quand on commence à douter, bah, le trading, il se ressent et il va être très mauvais. C'est-à-dire que même si dans ma méthode, je sais exactement à peu près où acheter, etc., la même méthode, eh bien, va apporter des doutes en fait. Et bah, soit on peut ne pas trader, soit on peut très bien aussi simplement réduire son risque. C'est-à-dire qu'au lieu de miser, je sais pas, on mise 20 balles, bah, la prochaine fois on mise 5 ou 10 en fait. Et ça permet déjà de reprendre un peu confiance dans ce qu'on fait. Et si jamais on perd, bah, c'est beaucoup moins grave, etc. Et puis si jamais on voit qu'on continue à enchaîner les défaites ou les problèmes, bah, je pense que là, faut faire une petite pause, une journée, voilà, ça va repartir, ça ira mieux après, quoi. Ouais, alors mes Fibo à moi, c'est quelque chose, hein. Je vais pas faire les cours sur les Fibo aujourd'hui, mais si tu veux voir comment marchent mes Fibo, faut venir plus souvent parce ils seront toujours là. Bah, la cassure et la théorie de dos, bah, en fait, tout ça, ce qu'il faut faire gaffe avec les théories comme ça, bah, c'est justement voilà, les swing fail patterns, hein, comme on l'a montré, c'était où? C'était ici. Tu vois, ici, là, regarde, le creux, il était juste là. Et ben, on a fait quoi? On a été juste le casser. Hop, ici, là, voilà. On a été prendre la liquidité juste en dessous avant de repartir, tu vois. Et si jamais, eh bien, tu suis purement et simplement ça, bah là, tu te fais avoir pour le swing fail pattern et c'est dommage, quoi. D'ailleurs, il est bon de rappeler que le Captain, il fait un excellent webinaire sur les swing fail patterns. C'est le tout premier webinaire que j'ai fait personnellement de chez lui quand j'étais élève. Et vraiment, bah, ça donne des entrées pixels hein, quand on regarde ça. Là, il y a un sacré move à prendre, hein. Par exemple, si on prenait juste ici, tac, ça fait 2-3%. Il faut voir le risk-reward, hein. Les risk-reward dans les trucs comme ça, c'est intéressant. Ça pourrait être par exemple comme ça. Hop, bah là, un risk-reward par exemple de 7, c'est énorme, hein. Si on veut être plus safe, on le prend comme ça, c'est déjà 3. C'est super. Faut voir où on se place, hein. Je crois qu'il se placerait plus comme ça. Bon, voilà. Ça reste quand même des très bons risk-reward, hein. Swing pattern, vraiment, ça aide vraiment beaucoup dans le trading, hein. Absorption de liquidité, mais surtout les stratégies qui sont liées aux absorptions de liquidité. Voilà, ça aide vraiment à avancer dans le trading, quoi. Alors, est-ce que j'ai raté des questions? Alors, si ça touche un support, peu importe que ce soit d'un range, d'une tendance ou que sais-je, il faut bah, rentrer en fait. C'est là où ça va être intéressant. C'est c'est pas quand tu es sous résistance que même si là où c'est là où ton cerveau il a potentiellement envie, euh, c'est pas parce que ton cerveau a potentiellement envie d'acheter la résistance, hein, parce que c'est le cerveau il est là pour te piéger, hein. Tu sais, le trading, ça reste un jeu à somme nulle. Il y a un perdant et un gagnant. Et ça, je pense que j'allais dire les gros, enfin ceux qui maîtrisent d'une certaine manière un peu le marché, ça ils l'ont très bien compris et ils jouent un peu avec nos émotions
et bien pour nous avoir aussi. Parce que si eux, ils veulent de l'argent, il faut bien qu'ils le prennent quelque part. Alors, je dis pas que sur du long terme, il n'y a pas de la création de valeur, etc. Même si, voilà, on n'est jamais à l'abri qu'un jour, tous les actifs, ils tombent à zéro, hein. Si, je sais pas, demain, il y a une guerre apocalyptique, je peux t'assurer que tes bitcoins, ils vaudront que dalle, hein. Les gens, ils vont juste se battre pour avoir des boîtes de conserve. Mais sur du long terme, les actifs qui sont haussiers sont censés quand même, voilà, avoir des vrais supports, etc. Mais on n'est jamais à l'abri que les trucs, ils cassent complètement. Voilà. Mais si on part de ce principe-là, du coup, les supports sont faits pour être achetés. Et des supports, il y en a de partout. Et il faut pas non plus trop s'en mêler dans les supports. C'est-à-dire que voilà, on peut s'amuser à prendre des supports en 15 minutes, là, là. Et là, on a 50 supports juste dans cet endroit-là. C'est pas bon parce que on peut pas acheter tout ça. Il faut prendre les meilleurs supports. Voilà. Et les meilleurs supports, il y a plein de façons de les avoir. Donc là, je vous laisse aller voir éventuellement les guides du Captain là-dessus. Moi, j'ai mes propres supports. J'adore Fibonacci. Par exemple, pour moi, un de mes supports préférés, bah, ça va être les 0,7 de Fibonacci. Voilà. Donc là, je vais tracer le mouvement. Et puis, je vais vouloir acheter les 0,7. Donc, bon, ici, ça avait bien percé, hein. Donc là, par exemple, je me serais peut-être fait stopper, mais j'aurais peut-être repris à la réintégration. Voilà. Et ici, voilà, c'est parfait. Ça a été chercher juste les 0,7 avant de repartir. Donc, est-ce que tu as plutôt envie d'acheter ici ou est-ce que tu as envie d'acheter là ou même là? Bah, en fait, la réponse, si tu es un trader, c'est que tu as plutôt envie d'acheter cette zone, quoi. Et donc, du coup, bah, ce qui va t'intéresser, toi, que tu trades les tendances ou les ranges, bah, ça va être plutôt d'acheter les supports, quoi. Mm. Si je puis dire, on va dire les 0,7 de Fibo, c'est un peu le support de la tendance, en fait. Je pense que c'est ce qui résume le mieux les 0,7 de Fibo. Pourquoi? Parce que souvent, on va avoir la première impulsion qui va arriver ici, et ça va être la première vague d'acheteurs, en fait. Et généralement, il y a toujours trois vagues dans les marchés. D'ailleurs, on peut le voir, regardez, ici. Bon, c'était petit, hein, mais c'est la première vague d'acheteurs ici. Deuxième vague, donc là, c'est la smart money, on va dire. On va dire c'est les premiers acheteurs. Ensuite, il va y avoir les initiés qui rentrent là. Et à la fin, tu as la troisième vague de FOMO. Et en fait, le but du marché, ça va être de purger tous les spéculateurs sur un mouvement. Et tous les spéculateurs, c'est tous ceux qui arrivent après la première vague d'achat. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais voir ça sur les tendances. Et donc, du coup, bah, quand est-ce qu'ils sont purgés? Quand on retourne jusqu'à la première vague acheteuse, en fait. Et, euh, et voilà, par exemple, on y est retourné une deuxième fois. Donc là, on a vraiment fait le nettoyage de tous les spéculateurs. C'est-à-dire que quand on revient ici, tous les mecs qui ont acheté de là jusque là, ils sont tous perdants en fait. Et ils sont sous l'eau. Donc voilà, ça veut pas dire que ça va pas repartir après, hein. Généralement, il va repartir ici. Et une fois qu'il est venu ici, normalement, il a purgé la plupart des spéculateurs. Et donc, éventuellement, on peut avoir une nouvelle impulsion. Voilà. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une nouvelle impulsion qui est ici et qui va potentiellement eh bien donner un nouveau mouvement, quoi. Voilà. Alors, ouais, mais mes Fibo, ils sont particuliers. C'est ouais, c'est mes méthodes à moi. En fait, si tu veux, vu que pour moi, en gros, bah, comme j'ai dit, tu vois, le premier mouvement, c'est le premier mouvement d'acheteur. En fait, je vais juste répliquer ce mouvement. Tu vois, je vais prendre le Fibo, je vais le prendre là et je vais le placer en haut pour que les 0,7 ils arrivent sur le haut de ce mouvement. Tu vois, et puis après que ça corresponde avec d'autres trucs. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça prend pas en compte tous ces trucs-là. Je regarde pas le haut. En fait, je vais regarder le premier mouvement qui est ici. Tu vois, je vais regarder ici. Tu vois, ici, il y a eu la première impulsion, donc j'ai mis mon Fibo, le 0,7 là-dessus. Bon. Bon, ça, c'est ma méthode perso. Voilà, tout simplement. Ah oui, bah, il faut venir plus souvent, mais il faut carrément venir dans le Discord Pro parce que là, je suis là tous les jours. Je ne peux pas dire 24 heures sur 24, mais il y a quasiment tout le temps quelqu'un, étant donné que je suis un être un peu nocturne, on va dire. Euh, alors, BTC PO3 en 1 heure. Alors, PO3, je t'avoue que j'ai pas la ref, hein. Si c'est les trucs de Wyckoff ou de
Je connais pas trop ces abréviations-là, je suis navré. Donc voilà. Est-ce que vous avez, ce sera plus facile pour moi de rebondir sur des trucs de mindset qui vous est arrivé à vous, des moments où vous avez tradé et c'est votre mental qui vous a enfoncé. Je pense que en tant que trader, ça déjà arrive à tout le monde, donc c'est pas une honte. Mais est-ce que vous avez éventuellement des anecdotes à raconter sur lesquelles on pourrait analyser ce qu'il faut faire, ce qui vous est arrivé, mais surtout plutôt essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Ça peut être moi ou ça peut être d'autres qui peuvent donner des solutions, hein. Et voilà. Le captain, il estime que le mindset, c'est à peu près 80% de ce qui fait le trader. Alors voilà, cette, cette donnée des 80-20 est effective à partir du moment où on maîtrise déjà la technique, évidemment. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas la technique, cette statistique n'a absolument aucun sens, puisque pour pouvoir trader, il faut déjà maîtriser la technique. Donc peut-être qu'il est probable que vous ne maîtrisiez pas la technique tous, donc il faut déjà se concentrer sur la technique. Je ne peux que vous appeler à aller vers tac, la page sur la presse action qu'il y a ici. Voilà, et apprendre le trading, le guide gratuit. Franchement, il y a tout dedans, c'est super. Voilà. Apprenez bien la technique pour commencer. Et une fois que vous avez appris la technique, vous pouvez y aller, quoi. Alors, qu'y a-t-il des overtrading rentables? Alors, un overtrading rentable, je pense pas qu'on puisse appeler ça un overtrading. Enfin, je veux dire, un overtrading, c'est plutôt quand on va rentrer au mauvais moment et on va perdre les avantages. Alors, si tu es toujours rentable dans ton trading overtrading, on peut pas vraiment, enfin, tu peux l'appeler overtrading pour le sens, mais en réalité, si tu t'y retrouves, en fait, le problème de l'overtrading, c'est plutôt quand tu vas te retrouver à des endroits auxquels tu ne devrais potentiellement rien faire et auxquels tu agis. Et soit parce que tu comprends pas, soit parce que c'est pas clair, soit parce que t'as pas toutes les infos. Voilà, il y a des milliers de raisons qui peuvent t'amener à ne pas trader en fait. On dit souvent ne pas trader, c'est trader. Ça c'est une chose. Mais ce qui va être encore plus important, du coup, ça va être de savoir quand il faut trader. Et cette réponse, ça, c'est à vous d'avoir cette réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je vais trader à des endroits où le capitaine, lui, il toucherait pas. Et le capitaine, il va trader dans des endroits où moi, j'y toucherai pas. Voilà. Ça, c'est propre à vous. Comment est-ce que vous approchez votre trading? Comment est-ce que vous le comprenez? Et voilà quoi. Donc tant que tu es gagnant, on peut pas vraiment appeler ça de l'overtrading parce que si tu es rentable, soit tu as vraiment de chance et je pense que c'est ta femme qui doit faire attention à pas de cocu, mais sinon, tout va bien quoi. Voilà, on peut pas appeler ça de l'overtrading. Alors, est-ce qu'on appelle la fin de la zone de rechargement? Ouais, on appelle ça la zone de rechargement, les 0,7 de Fibo en général. Mais moi, j'appelle ça, ouais, on peut appeler ça la zone de rechargement, mais pour moi, la zone sous les 0,7, c'est en général la zone qui va amener à le premier mouvement aussi, et ça, c'est très important pour moi, en tout cas, dans mon trading perso. Bon, quand le prix décolle et que tu penses à clôturer avant ton TP. Alors, ça, justement, je voulais l'aborder, tu as bien fait de le dire. Ça, c'est une des dérives aussi du mindset. Et, et ça, je vais y venir après, parce que je voulais en parler justement. Alors, voilà, je vois qu'il y en a, vous êtes plusieurs à avoir ça. Ça, je pense qu'en fait, c'est un des gros problèmes, surtout éventuellement des débutants. Voilà, je vais revenir sur le graphe. Le problème des débutants,
c'est que, imaginons, il veut rentrer ici, voilà, au hasard, hein. Il va faire son plan comme ça, voilà. Je le mets complètement au hasard. Et il veut faire son plan comme ça. Voilà. Et premier pump, le prix, il arrive ici. Voilà. Et on est là. Et bah, vous allez prendre un TP. Voilà. Donc, bon, bah, pourquoi pas prendre un TP? On va dire, c'est techniquement ici, on est sur la première résistance. Donc, il n'y a aucune raison, a priori, de ne pas prendre un TP, quoi. Mais quand on va prendre un TP ici, c'est, je sais pas, 20-30%, voilà, c'est pour sécuriser le trade. C'est-à-dire que si jamais le trade, eh bien, derrière, il évolue à la baisse et on se fait prendre le stop loss ici, eh bien, le trade est quasiment pas perdant parce que on a réduit de 20 ou 30% la position et quand on arrive ici, on a déjà pris quelques profits. Alors, imaginons, on risque 10 balles. Là, on a déjà encaissé, je sais pas, 3-4. Sauf que du coup, quand on se fait stop loss, on perd que 7 car on a réduit de 30%. Donc, en réalité, au lieu de perdre 10, eh bien, on va perdre 3, par exemple. Donc, ce qui est quand même nettement moins grave. Voilà, même si on parie sur des plus grosses sommes, au lieu de perdre 100, bah, on perd 30. Bon, bah, c'est OK, voilà, pour un trade perdant. Ça permet de sécuriser le trade. Par contre, ce qui va être un problème, c'est que si jamais on a une target ici et que, eh bien, on va faire un premier TP là, ça c'est très bien. Mais on va prendre un deuxième TP, je sais pas, ici, et on va prendre un troisième TP là, voilà. Et là, on a tout clôturé ici. Ce qui fait que le trade qui était au début un trade à 2,62, en réalité, si on fait la moyenne, c'est un trade qui s'arrête ici à 1,26. Bon, à 1,26, ça va encore. Mais des fois, imaginons, on prend les TP juste ici, là, parce qu'on a peur, le deuxième là et le troisième ici, alors que le plan initial, c'était d'aller jusque là, eh bien, on va avoir une moyenne de 0,5. C'est-à-dire que on part avec un désavantage. C'est vrai qu'on a plus de chances de perdre que de gagner. Donc ça déjà, ça c'est un gros risque. Si on commence à vouloir eh bien, clôturer trop vite notre plan, on va se retrouver avec un désavantage mathématique qui peut arriver. Non, c'est bon. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, va y avoir des. On va parler un peu après du swing trading aussi, parce que bah, c'est le sujet du webinaire du CAP. Mais le mental va être différent si on fait du scalp ou si on fait du swing. Enfin, ça, c'est comment moi je le vois. Je ne dis pas que tout le monde le voit pareil. Par exemple, je sais que le CAP, il est plus à l'aise, par exemple, en intraday, parce que lui, il maîtrise plus, etc. Mais voilà, il sait quand même faire du swing. C'est juste qu'il est plus à l'aise dans une méthode que dans l'autre. Moi, je suis plus à l'aise en swing qu'en intraday. Pourtant, bah, j'arrive aussi à faire de l'intraday. Voilà, ça n'empêche pas. Mais la mentalité va pas pêcher sur les mêmes choses sur les deux. Euh, sur du long terme, par exemple, moi, il y a un trade que j'ai pris. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir le montrer parce qu'il est. Si je vais montrer un screen, attendez. C'est pas ça. Voilà. Attendez, je vais le poster parce que je peux pas partager l'écran là. Alors. Bon voilà, je vous le poste ici, dans les images, dans le chat. Hein. Ceux qui n'ont pas vu le chat, c'est quand on clique sur live, il y a ouvrir la discussion. Hein. C'est pas dans live text. Hein. Voilà, donc par exemple, moi j'avais un plan comme ça, donc je suis rentré sur le RDNT assez tôt. Voilà. Voilà. Si on prend ce trade, voilà, bah, il faut être capable de le garder pendant très longtemps. C'est-à-dire que moi je l'ai acheté, je sais pas, vers mars.
Non, quoique même avant, même vers fin février, on va dire. Je l'ai acheté vers fin février et depuis, je ne l'ai pas touché une seule fois en fait. C'est-à-dire qu'il a beau monter, etc. Ça veut pas dire qu'on peut pas le manager. Ça veut pas dire que j'aurais pas pu prendre des TP quand il arrive sur les, par exemple sur les 0,5 là, et pourquoi pas le racheter un peu plus bas. Mais en tout cas, moi, quand je fais mon swing là-dedans, je vais attendre qu'il continue. Alors peut-être qu'il va pas atteindre cette target-là, hein. C'est tout à fait possible. Par contre, qu'il l'atteigne ou qu'il ne l'atteigne pas, je vais le garder aussi longtemps que possible. Et si jamais on a un changement de structure long terme, donc en daily, voire en 3D, eh bien là, je pourrais me dire, ok, pourquoi pas, je vais commencer à vouloir prendre des profits, etc. Mais quand je prends ce trade, voilà, je n'y touche pas. Et imaginez, voilà, je l'avais pris à 0,25. Si jamais j'avais tout vendu à 0,32 ou que sais-je, ben c'est dommage parce que même s'il y a eu plein de crises en ce moment entre le moment où j'ai acheté en février là et aujourd'hui, il y a eu je sais pas deux trois cracks là. Si à chaque fois qu'il y avait un crack, je commençais à en vendre un peu ou dès qu'il y avait un pump, j'en vendais, etc. Bah ça se trouve j'en aurais beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. Donc en swing trading, il faut avoir le mental pour, il faut déjà quand même croire un peu au projet. Il faut un peu croire aux fondamentaux, etc. C'est mieux si on veut rentrer dans un projet comme ça. Ça veut pas dire que c'est obligatoire. Ça veut dire que ça peut être utile. Voilà, il y a quand même les mêmes coins, etc. Ils n'ont pas vraiment de fonda, mais pourtant, on peut quand même les garder swing, etc. pour diverses raisons. Enfin, c'est un peu du, enfin, c'est les cryptos, quoi. Mais il faut croire dans le projet dans lequel on est et il faut être capable de le garder jusqu'en haut. Moi, j'ai une target, par exemple, de 0,85 ici. Bah, je le garde jusqu'à. Je vais commencer à TP vers les 0,7 et à 0,85. Avant, bah, j'y touche pas, quoi. Et le risque là-dedans, ce serait d'avoir la première bougie et de tout vendre. Et là, c'est dommage parce qu'on a le bon trade, sauf qu'on panique à la vente et on se retrouve à réduire la taille de position sur un actif qui est haussier. Un actif qui est haussier, a priori, il n'y a pas besoin de le vendre en fait. Alors, comment je vais déterminer mon point d'entrée? Eh bien, c'était une des recommandations d'un analyste qui s'appelle Adam Cochrane, qui recommandait le RDNT. Donc, moi, j'ai vu le RDNT, ça m'intéresse. J'ai regardé un peu ce que c'était. C'est un projet qui est un peu un espèce de concurrent à AAV, sauf qu'il permet de faire ça de façon multi-chain. C'est-à-dire que AAV, il est bloqué sur Ethereum, je crois, et peut-être Matic, je sais plus. Mais celui-là, il va être cross-chain. Et ça va être super. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des tokens d'une blockchain et en emprunter sur une autre, etc. Et même si des projets, par exemple, ils veulent s'embêter à améliorer pour que ce soit possible, etc., les trucs, ils sont pas designés de base pour, en fait. Et ce projet, il est fait à la racine pour être bien. Vous voyez, c'est comme entre essayer de vouloir améliorer une Renault Twingo pour la mettre sur un circuit de course. Bah, ça va plus vite de refaire une Formule 1, vous voyez. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai par exemple parié sur ce token. Et c'est pour ça qu'en swing, c'est quand même pas mal d'avoir quelques notions du token si on veut vraiment avoir des belles targets. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on aime bien ce token, quoi. Et moi, je suis pas du tout pro de l'analyse fonda et je me suis bah, basé du coup sur les dires de certains analystes qui sont pas mauvais, quoi. Et voilà, moi en tout cas, là, celui-là, je le touche pas tant il est pas monté, quoi. Et j'y touche pas, quoi. Ça bouge pas. Voilà. Et du coup, bah, je l'ai pris comment? Faut que je vous le dézoome, attends. Hum. Voilà, j'ai fait ma méthode habituelle en fait, hein. J'ai pris le Fibo, je l'ai mis sur les 0,7. Au début de la tendance et ça me donne ça. Et donc du coup, bah, quand on a commencé à faire les pullbacks sur cette zone-là de l'ancien ATH, donc les 0,22, j'ai commencé à accumuler petit à petit toutes les semaines, j'en achetais un petit peu et voilà. Donc en tout cas, en swing, ce qu'on ne veut pas, c'est revendre trop vite nos positions. Et quand on revend trop vite,
et on garde un stop loss qui est éloigné, on repasse sur un risque récompense négatif. Et ça, c'est vraiment, vraiment à éviter. C'est extrêmement dangereux si on ne le maîtrise pas. Parce qu'on veut essayer de rentrer avec des avantages. Et rentrer avec des avantages, c'est rentrer quand eh bien, on a un avantage tout simplement. Vous voyez. Si on a par exemple une mèche qui arrive au 0,7 ici et que le prix repart, on part directement avec un avantage si on prend le bout de la mèche ici. Alors que si on rentre là, ici, là, en plein milieu, là, bah, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que le truc, il a statistiquement, quand on l'achète ici, il a presque autant de chances de monter que de descendre, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer avec un avantage. Donc, quand est-ce qu'on rentre avec un avantage? Bah, par exemple, ici, là, on rentre avec un super avantage. C'est pour ça que le swing trade pattern, c'est une méthode extrêmement avantageuse car on rentre d'entrée avec un avantage, en fait. Et c'est une méthode, du coup, qui est extrêmement, qui est super, quoi. Si on rentre ici, on a d'emblée un excellent risque-reward, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de chercher en tant que trader. Si on rentre même là, franchement, on n'a pas un super avantage, hein, parce que, imaginons, on veut chercher cette zone, si on prend mon mapping, hein, hop, on rentre là, on veut chercher par exemple la zone bleue, là, voilà. Et le stop loss, on est obligé de le mettre là, mais même là, vous voyez, c'est pas super safe, hein. D'ailleurs, voilà, bon, le trade, il serait passé, par exemple, ici, et encore, voilà, on n'a pas un super risk-reward, hein. On est en dessous de 1. Et si jamais le TP s'était pas fait prendre ici, par exemple, bah, on se serait fait stop loss juste derrière, parce que là, on n'a pas d'avantage. Alors que ici, on rentre là, bah, par exemple, là, voilà, ici, on se serait jamais fait stopper pendant une bonne période, etc. Donc, il faut se concentrer pour faire les meilleures entrées. Donc nous, on appelle ça souvent les entrées 5 étoiles. Donc une entrée 5 étoiles, c'est rentrer là où on a le meilleur avantage. Et tant qu'on n'a pas le meilleur avantage, on s'abstient de faire de l'overtrading. On ne rentre pas ici, on ne rentre pas là, ou à moins que ce soit pour short. Voilà, on rentre pas ici, on short pas là. Bref, éventuellement, on peut essayer de shorter. Voilà, quand on a des mèches comme ça, pourquoi pas. Là, on a des zones intéressantes. On sait ce qu'on fait. Voilà, il y a une absorption de liquidité, on réintègre. Voilà, là, c'était par exemple une bonne zone pour shorter ici, par exemple. Euh, mais parce que on le sait, on le maîtrise, on rentre pas ici, là, en plein milieu. Voilà, ça faut éviter. C'est comme ça que je me suis fait éclater ce matin, hein. C'est parce que littéralement, j'avais un peu un excès de confiance. Je suis rentré ici en short ou par là. Ça n'avait pas de sens de le faire, en fait, tout simplement. Alors, généralement, il va proposer plus des espèces de petits swings, mais ça lui arrive parfois de faire du scalping intraday. Le problème, enfin, il fait souvent de l'intraday quand même dans la NL. Le problème, c'est qu'il peut pas vraiment te proposer du scalping parce que la NL, tout le monde ne peut pas la regarder très rapidement, etc. Tu vas avoir l'énorme problème si c'est du scalp, c'est que faut que tu ouvres la NL tout de suite. C'est-à-dire que le scalp, 20 minutes plus tard, ça se trouve, c'est mort, tu vois. Et du coup, c'est moins adapté pour la NL Pro, qui est quelque chose auquel il faut que tu aies quand même le temps de te placer, quoi. Il va généralement te dire, OK, voilà, moi je vais essayer de rentrer dans cette zone un peu plus bas, et puis tu vas pouvoir TP là-haut, quoi, par exemple. Alors que si c'est du scalp, bah, généralement le scalp c'est tiens, je rentre tout de suite et puis je vends un tout petit peu dessus, quoi. T'as pas le temps sur une newsletter avec des gens qui vont ouvrir la mail plus tard de proposer du scalp. Donc ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare qu'ils proposent du scalping. L'intraday, il peut, parce que l'intraday, tu as quand même le temps de te placer généralement. L'intraday, c'est voilà, c'est quelques heures. Si tu ouvres la NL Pro dans les 2-3 heures, en général, tu as le temps en intraday, quoi. Tu n'auras pas toujours le meilleur point d'entrée, mais tu vas souvent pouvoir. Alors qu'un scalp, vraiment, c'est très compliqué, hein. Un scalp, vraiment, quand on va regarder un graphe en 5 minutes, là, ça va être l'acheter ici et le revendre là, quoi. Donc, ou l'acheter là et revendre ici et revendre là. On va pas chercher plus loin, quoi. Scalp, c'est très, très court. Donc voilà. Et en intraday, du coup, le plus gros problème mindset selon moi, ça va pas forcément être de revendre trop tôt, même si ça peut également arriver, hein, ça peut arriver dans toutes les méthodes. Mais je pense que le plus gros problème en intraday et en scalp, c'est le tilt, c'est péter un câble mentalement.
chose qui arrivera beaucoup moins en swing parce que on a le temps entre plusieurs swings de se remettre de ses émotions, etc. Après, l'autre désavantage également en swing, c'est que si on prend trop de positions en même temps et que toutes les positions sont corrélées, hein, de toute façon, il suffit de voir les cryptos, hein, regardez, tout est dans le rouge en même temps, tout perd le même pourcentage en même temps. Enfin bon, bref, c'est les cryptos, quoi. Ça, vous connaissez. Et si jamais bah, toutes les positions se font éclater en même temps, bah, c'est sûr que ça peut impacter le mental. Et ça, faut faire attention. Et ça, j'en ai déjà parlé dans le money management. Quand on prend 5 positions à 1%, bah, ça équivaut à prendre 5% de risque. Surtout si on prend le même setup. C'est-à-dire que généralement, on va voir plusieurs graphes, hein. On prend le BTC, le TH. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes graphes, hein, mais ils se ressemblent un peu quand même. Et du coup, bah, ce qui est important pour nous, c'est de prendre potentiellement des setups un petit peu différents, où on peut prendre des setups qui sont similaires, mais il faut être conscient que quand on le fait, on prend des risques qui s'additionnent en fait, tout simplement. Et il faut faire attention du coup à pas se faire stopper de partout en même temps parce que bah, ça va impacter le mental quoi et ça va l'impacter peut-être sur du moyen long terme. Donc ça, il faut faire attention. En scalping ou en intraday, le risque, ça va plutôt d'avoir le mental qui est impacté sur le fait de tilter. C'est-à-dire que, voilà, moi, je me suis fait stopper une ou deux fois dans des trades que j'aurais peut-être pas dû faire. Bah, du coup, je me suis abstenu de trader aujourd'hui. C'est-à-dire que je me sentais pas trop d'attaque pour trader. Bah, je suis juste resté à l'écart, en fait. Et ça, c'est plutôt, je pense, la mentalité qu'il faut avoir quand on fait du court terme, c'est qu'il faut être capable de sortir de tout ça, de prendre de l'écart quand c'est nécessaire. Et quand on, quand on commence à tilter, le risque, c'est de continuer à s'acharner, etc. Et là, on va commencer à perdre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et on va finir par liquider le compte. Et je pense que ça peut arriver à plus d'une personne et que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous de rager, de tilter et d'enchaîner les erreurs à la suite, quoi. Et au lieu de perdre 1%, on perd 5%. Au lieu de perdre 5%, on perd 30%. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont fait ça, qui ont cramé, même des fois qui liquident l'intégralité de leur compte. Alors, souvent, j'espère pour eux, ils ont plusieurs comptes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un compte spot, un compte de trading, etc. Ils vont avoir de l'argent de côté, ils vont pas avoir tout sur le compte. Mais des fois, bah, celui qui fume 30% de son compte de trading, bah, il fume quand même 30% de son compte de trading, c'est énorme. Voilà, celui qui se fait liquider, il perd 100%, ce qui est encore pire. Et ça, je peux vous dire, c'est arrivé à plus d'un trader, hein. Donc voilà, maîtriser ses émotions en court terme, c'est arrêter quand il faut arrêter, en fait. Il faut prendre une pause. Voilà, je rate. Il y a plein de façons de faire ces règles, hein. Par exemple, je sais que le cap, ce qu'il proposait avant, je sais plus quand est-ce qu'il disait ça, mais voilà, quand il perd deux trades de suite, eh ben, il va réduire de 50% son risque. C'est-à-dire que s'il risquait 50 balles par trade, eh bien, il va risquer plus que 25. Voilà. Et si il continue de perdre, eh ben, il va risquer plus que 12. Voilà. Jusqu'à ce qu'il réussisse à regagner de l'argent en trading. Et quand il va commencer à en regagner, eh bien, il va pouvoir remonter progressivement son risque à ce qui est normal. Donc voilà, si on parle en risque de 1%, bah sinon on passe à 0,5% ou 0,25. Voilà. Ok, bah alors il y a Thomas de One là qui fait un code promo flash. Donc les trois premiers qui vont sur le site et qui tapent NL gratis, ils ont droit à un mois de NL Pro. Donc je vous laisse foncer. Donc comme il a marqué, c'est pas un cadeau empoisonné. N'oubliez pas d'annuler votre abonnement à la fin du mois si ça ne vous intéresse pas. Voilà. Donc dépêchez-vous, vous êtes un certain nombre dans le live, donc il y a que 3 places.
se fait plaisir aujourd'hui, Thomas. C'est la fête. Ah, si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez pas de compte Captain Trading, là, vous n'avez pas un avantage, hein. Je suis désolé. Ouais, non, faut être partageur un peu l'ami là, hein. Donc voilà, bah, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur vos pertes, que j'aurais pu, une situation par exemple que j'ai oublié de parler, qui peut impacter le mental, voilà. Et voilà, si vous avez des trucs à discuter là-dessus, bah, on est là pour ça et rebondir dessus, hein. Donc voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir des pertes, c'est normal. Euh, le plus important, c'est pas d'en avoir, c'est de les maîtriser. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, voilà. Si tu vas avoir un petit code promo qui va être valable 24 heures pour ceux qui sont présents en live. Donc, le code promo, c'est FIBO Pro. En plus, toi, tu es membre du Discord Pro. Donc, vu que tu es membre de Discord Pro, tu as moins 25% sur les webinaires. Alors, si tu n'as pas déjà utilisé le lien, parce qu'il est valable qu'une seule fois, ce lien, FIBO Pro, par contre, eh bien, tu peux avoir moins 25% plus moins 10%, puisque c'est cumulable pour ceux qui viennent au live. C'est valable qu'une seule fois. Et ça, c'est valable une seule fois. Mais tu peux prendre autant de trucs que tu veux en une seule fois. C'est-à-dire que si tu prends, bah, je sais pas, Discord Pro plus des webinaires, plus enfin voilà, plein de trucs, bah du coup c'est cumulable. Tu peux tout prendre une fois, quoi. Bon bah bien joué à ceux qui ont eu les 3 NL Pro gratuits, hein. Je vois que c'est déjà tout pris. Donc voilà, Fibo Pro moins 10% sur NL Pro, Discord Pro et VOD et webinaire. Pour toutes les questions techniques, comme ça, je te laisse voir avec Thomus dans le chat, il va te répondre. Donc voilà, vous avez ce code qui fonctionne, Fibo Pro qui marche pour la NL Pro, Discord Pro, les VED et webinaires du Captain. Donc voilà, c'est cumulable et vous avez en plus moins 25% si vous êtes membre du Discord Pro. Voilà. Donc dites-vous que moi je suis très souvent dispo dans le Discord Pro, hein. C'est littéralement mon taf, hein, de vous répondre et de vous aider à devenir trader rentable. Et voilà. On fait régulièrement des lives aussi pour vous aider. Donc les lives, bah, il y a des lives voilà, sur un thème, un petit peu comme ça toutes les semaines. Donc c'est le mardi. Il y a tous les matins, il y a des briefings, enfin pas tous les matins, mais presque. Il y a des briefings faits par le captain pour vous aider à voir le marché où on en est, pourquoi est-ce qu'on est là, s'il y a de la macro, s'il y a ça. Vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin, il y a plein de formations, etc. Et il y a aussi une communauté qui est là pour s'entraider et ça fait plaisir. Je pense que ça manque à pas mal de traders qui commencent et qui sont tout seuls dans leur coin parce que quand on est trader, on est forcément un peu en marge de la société avec toute la famille qui nous dit oh tu prends des risques, c'est dangereux, l'argent magique ça n'existe pas. Enfin bon bref, il y a des milliers de trucs comme ça. Et donc du coup d'être entouré d'autres personnes qui font du trading, ça peut être agréable. Donc voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes à parler sur le mindset? Des moments où vous avez tilté, où vous avez perdu beaucoup parce que vous avez fait une erreur? Un moment où vous avez refusé d'accepter vos pertes, etc. Moi, par exemple, en 2021, alors c'était 2021, hein, donc c'était pendant le beer qu'il y a ici, là, enfin plutôt 2022 en fait.
eh bien, je me suis fait liquider mon compte principal quand même. Pas honte de l'admettre, hein. Je crois que c'était par là. Voilà. Parce que j'étais dans le déni en fait sur cette phase. J'étais pas encore trader aguerri. J'ai vraiment explosé en niveau. Et j'ai vraiment bien amélioré mon niveau dans toute cette période-là en fait. Mais là, j'avais encore des failles et j'avais beaucoup de biais et j'acceptais pas la baisse, par exemple. Et mon compte de trading qui était un compte en levier en plus, hein, donc voilà, sur un swing long terme, eh bien, j'avais beau avoir des pertes et je vendais mes positions spot, ou alors je les ramenais sur l'échangeur pour pouvoir rajouter du collatéral et refuser d'accepter la perte. Et vous savez ce que ça a fini, cette affaire? Eh bien, ça finit ici que je me suis fait intégralement liquider. Il restait plus rien sur mon compte. Donc voilà. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut savoir aussi accepter la perte si on veut être trader. Parce que bah, être trader, c'est flirter un peu avec la douleur, hein. Trading, c'est une activité extrêmement violente, hein, dans le fond. Et refuser du coup la part de violence du trading et avoir un déni là-dessus, ça peut ne pas vous aider. Voilà. Et voilà, quand on a une perte, etc., c'est très important de l'accepter. Donc que ce soit au travers d'un stop loss ou d'une invalidation. Voilà, par exemple, si on est sur un swing long terme, etc., à un moment, il faut savoir dire stop, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde la courbe ici, voilà, si on est là, on va plutôt le mettre comme ça. Voilà. On peut se dire, tant qu'on regarde ce graphe, on peut se dire, bah c'est bon, regardez, il est haussier, le truc il descend, il est haussier. On peut avancer. Même on arrive ici, on peut se dire, bah c'est bon, là il est sur support, c'est bon. Là, on peut se dire, ah bah c'est bon, là c'est un swing fail pattern, c'est bon. Et puis là, ça réintègre pas, quoi. Sauf que là, après, on regarde là, on dit, ah bah non, regardez, ici, c'est bon, il y a le support là. Ah tiens, là, il y a un autre support. Bon, et du coup, on peut faire ça à l'infini, quoi. Et voilà, bah, ça finit, ça descend, et au bout d'un moment, eh ben, on finit par se faire liquider, tout simplement, parce que on n'a pas pris des profits, on n'est pas sorti d'une position qui était a priori censée être bah, plutôt gagnante pour moi à l'époque. Et plutôt que de sortir, du moins sans trop de dégâts, bah, j'ai préféré aller jusqu'à la liquidation euh, ici parce que je refusais de prendre mes pertes. Donc ça, c'est très important quand on fait du trading. C'est vraiment d'accepter ses pertes et voilà, c'est tout. C'est accepter ses pertes. Sinon, faut pas faire de trading, hein. Faut éviter. Alors, j'ai enregistré et il y aura un replay normalement. Alors, bah, si t'es pas dispo, hein, tu sais, t'auras les replays en VOD, hein, mais c'est toujours mieux d'être présent, tu as plein d'avantages, quoi. Bien joué Nike, qui est un des 3 gagnants de l'ANL. Donc bravo à ceux qui ont gagné, qui ont le doigt sur la gâchette et potentiellement qui ont déjà un compte Captain Trading. Parce que si vous n'avez pas de compte Captain Trading, vous aviez moins de chances d'avoir cette NL gratuite. Donc moralité, il faut créer un compte Captain Trading, même si c'est pour ne pas l'avoir. Vous voyez, il y a des surprises qui peuvent arriver, quoi. Bah bien joué à toi, BPESS. Pourquoi d'habitude on dit Niki là? Je sais pas. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est les vrais scalpers qui ont eu les NL Pro. Bon. Donc voilà. Est-ce que vous
vous avez des questions sur tout ça déjà, sur le mental, un petit peu tout ça. Je pense que j'ai abordé pas mal de trucs. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Est-ce que Anto, tu as des trucs à rajouter, par exemple? Des sujets que je pourrais aborder? Je crois que j'ai pas mal fait le tour quand même. Bah ouais, de toute façon, le trading, c'est de la psychologie. C'est-à-dire que les graphes, ils reflètent d'une certaine manière la psychologie humaine. Et moi, j'adore ça. C'est une approche. Le trading, c'est un peu jouer au casino avec la psychologie. Enfin, je trouve, hein. Donc, faut faire ça de façon pro, mais voilà. Donc, oui, est-ce que je conseille des livres en psychologie? Attends, je crois que j'ai un top des livres qui doit traîner quelque part là. Parce que moi, personnellement, je suis malheureusement pas un grand lecteur parce que je n'aime pas lire. Voilà. Donc voilà, là, tu as les top 10 des livres du Captain. Je sais que dans le lot, il y a Trader dans la zone qui est très bien. Là, c'est vraiment bah, de la psychologie. Voilà. Trader dans la zone, par exemple, ça va être approcher un domaine qui est hautement compétitif. Donc, approcher les moments hautement compétitifs, ça peut marcher dans tout. C'est-à-dire que c'est un livre qui marche pour le trading, mais ça peut aussi marcher pour n'importe quoi. Je sais pas, si vous faites de la danse, des jeux vidéo, n'importe quoi, vous pouvez vous pouvez appliquer un peu les conseils qu'il y a dedans. C'est approcher la psychologie du tryharder, quoi. Le tryharder, c'est vraiment celui qui veut gagner dans un milieu hautement compétitif et du coup, bah, ça peut être utile. Après, pour le reste, bah, franchement, en vrai, les trucs du Captain, le Captain, c'est un grand lecteur, donc il pourra beaucoup plus t'aider. À mon avis, tu tapes livre et Captain Trading sur Google, tu trouveras sans doute un article de blog, je pense. Voilà. Alors, le collatéral rassure, mais ça peut faire très très mal. Et oui, si on rajoute du collatéral à l'infini, je pense que ça va mal finir. Ouais. Ouais, j'ai juste dit, bah, si t'as pas tout écouté sur ce que j'ai dit, bah, tant pis, hein. Mais je disais juste, vu que je pensais que t'étais là, si tu voyais un truc que j'aurais pu rajouter sur le mental, parce que j'ai fait à peu près le tour du sujet, mais tu sais, on n'est pas à l'abri d'avoir oublié un truc sur lequel je peux parler, quoi. Et ouais, les livres de trading sont assez chers, hein. Franchement, ils se mettent bien, hein. C'est entre 20, 30, 40 euros le livre. Après, voilà, en vrai de vrai, c'est pas très cher, hein. Pour la qualité en général de ce qu'on trouve dedans, à valeur égale, tu peux trouver des trucs beaucoup plus chers sur Internet. Donc voilà, c'est pas très cher en fait. Plus souvent, c'est condensé. Donc voilà. Les livres, je pense que les mecs qui font des livres, ils font pas trop ça pour la thune, hein. Même pour 40 euros, tu vois, sur un milieu compétitif comme le trading, etc. Quand ils te livrent des stratégies, je suis sûr qu'ils feraient tu vois, des séminaires, des trucs comme ça, ils pourraient te vendre des places à 1000 balles, tu vois. Sauf que la place à 1000 balles, ils te font un truc très bien condensé dans un livre à 40 euros, tu vois. Donc au final, les livres, ça reste quand même extrêmement game breaker et rentable dans l'histoire de l'apprentissage, hein. Donc voilà. Dommage que j'aime pas lire, mais c'est vrai que c'est hyper rentable les livres, hein. Même pour 40 ans. Le FOMO. Bah, en fait, le FOMO, j'en ai un peu parlé avec le No Man's Land, hein. Le No Man's Land, pour moi, c'est les zones où il faut pas trader, hein. Et les zones où il faut pas trader, voilà, quand je dis, bah, moi, tu vois, quand je suis rentré la short, bah, c'était un peu, c'était pas totalement du FOMO. Je suis pas rentré sur une parabolique, mais je suis rentré à une zone auquel je ne dois pas trader normalement. Et rentrer avec avantage, c'est ne pas rentrer en FOMO par définition. Voilà. Est-ce que le FOMO, tel que les gens l'entendent, est forcément mauvais tout le temps? La réponse est non. Voilà.
le FOMO n'est pas toujours mauvais. Le problème, c'est quand il est pas maîtrisé. Voilà. Par exemple, voilà. Imaginez, vous voyez la courbe qu'on a là. Bon, là, on la voit après coup, c'est beaucoup plus facile. Mais on la voit comme ça. Est-ce que rentrer là, c'est du FOMO? Bah évidemment que rentrer là, c'est du FOMO. Voilà. Sauf que, eh ben, voilà, voilà ce qu'ils dessinent derrière. Et est-ce que rentrer là, c'est du FOMO? Bah là, regardez, on est sous résistance encore. Là, on est sous résistance. Là, on est sous résistance. Ouais, c'est du FOMO. Ouais, ok. Ah, et là, c'est quoi là? Là, c'est du FOMO encore? Bah oui, là, c'est du FOMO. On est encore sous résistance. Voilà. Donc en fait, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer là, là, là ou là? Pas forcément. Voilà. D'ailleurs, rentrer ici, voilà, je me rappelle très bien, le capitaine, lui, il sait le faire, parce que lui, il est très bon pour ça, hein. Lui, il va prendre ses petits fibots comme ça, là, sur des mouvements, il va chercher des petits retracements là-dedans, voilà. Et il va reprendre, il va refaire pareil là, hein, voilà, il va reprendre là-dedans, il va chercher des points d'entrée, etc. Mais franchement, c'est hyper difficile de rentrer là-dedans, hein, parce que là, c'est des micro pullbacks, hein, t'as à peine le temps, c'est déjà reparti, quoi. Il n'empêche que même si on est un trader, on va dire moyen, euh, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a eu un changement de tendance ici qui s'est opéré, voilà, à partir d'ici. Donc à partir de là, techniquement, on peut chercher un pullback. Alors, le plus probable quand on suit même la méthode du capitaine, c'est d'avoir un pullback, je sais pas, par ici, tu vois. Sauf que, eh bien, il n'est pas arrivé ce pullback. Donc là, c'était très compliqué de rentrer dans le marché. Parce que le seul pullback qu'il y avait, c'était ça, quoi. C'est-à-dire, c'est ridicule, quoi. Donc, est-ce que ça veut pas dire qu'on peut pas essayer de rentrer sur les cassures, etc. Il y a plein de façons de le faire. Moi, je suis pas fan de rentrer sur des paraboliques comme ça. Je n'aime pas. Et même si on voulait acheter un pullback, bah, en fait, on va voir en avançant que il n'y a pas vraiment eu de pullback, vous voyez. Voilà, il n'y a pas eu de pullback. Le meilleur pullback qu'on a eu, c'est ça, quoi. Et voilà. Aucun pullback, le truc, tu vois. Est-ce qu'on peut arrêter? Voilà. Il n'y a aucun pullback sur ce mouvement. Voilà. Est-ce que du coup, la rentrée là, c'est du FOMO? Bah, techniquement, ouais, c'est du FOMO, ouais. Ouais, ouais, c'est du FOMO. Et regardez, derrière, voilà, il y avait eu un point d'entrée qui était meilleur, c'est là. Mais sinon, tout le reste, c'est gagnant par rapport à cet endroit-là, quoi. Donc en fait, est-ce que le FOMO, tel qu'on l'entend, est forcément toujours mauvais? Non, voilà. La réponse est non. Par contre, si on FOMO, il faut avoir des bonnes raisons de le faire, voilà. Et est-ce que là, par exemple, on avait des bonnes raisons de le faire? Bah franchement, oui, il y avait pas mal de raisons. C'est-à-dire que ici, par exemple, on avait eu le crash de FTX, on avait eu un niveau de peur extrême, on avait des shorts qui étaient empilés, on avait enfin énormément de négativité ici. Voilà. Donc quand on a énormément de négativité, c'est souvent une bonne raison d'avoir un bounce, voilà, un rebond, quoi. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a changé de structure. Alors là, comme on a vu, hein, c'est hyper flash, c'était très rapide, on ne pouvait rien faire. Par contre, est-ce que c'était, par exemple, un mauvais endroit, même en tant que trader moyen, pour rentrer en DCA ici? Bah non, c'était un très bon endroit, voilà. Et ce qui est dangereux, c'est de all-in ici sa maison. Par contre, si on commence à faire du DCA tranquille ou pépère, bah vous voyez, on achète là, on achète là, on achète là, on achète là. En fait, on a été quasiment tout le temps gagnant, hein. Tout ce qu'il y a ici, là, c'était tout le temps gagnant, si on enlève ça. Donc, voilà, tant qu'on était même là, tout le DCA restait intéressant, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, le FOMO, il faut savoir le recontextualiser. Et si on FOMO, il vaut mieux le faire dans les premiers, voilà. Donc, il vaut mieux FOMO ici ou là. Bon, ça, on le sait après coup, hein, que ici, là, voilà, ou même là, voilà. Et potentiellement, encore là, ça va, parce que je pense que moi, en tout cas, mon plan, il mène ici, à 40 000. Je peux vous assurer que si jamais on a. Ah, putain, pourquoi il y a un fibo là qui traîne là? Je sais pas. Si jamais on a un truc qui monte comme ça, là, j'en sais rien, hein, ou même si ça fait ça, enfin bon, bref. Ici, là, c'est là où il va y avoir le plus de FOMO, quoi. Et c'est l'endroit où on n'a pas forcément envie de FOMO, voilà. C'est vaut mieux FOMO ici, même là, hein, là, ou n'importe où là-dedans, même peut-être encore un peu là-dedans,
que ici, voilà. Là, ce sera vraiment le pire moment si ça arrive. Voilà. Même quand on regarde le cycle des bitcoins, hein, là, on pouvait ne pas vouloir FOMO, hein, mais en fait, ici, c'était encore le meilleur moment pour FOMO. Et même là, ça commence à devenir un peu tard. Mais là, le pullback était très bien. Mais regardez, si on veut acheter le pullback ici est moins bien que le FOMO ici, quoi. Mais bon, ça, c'est facile de le dire après. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Comme on peut le voir, le Bitcoin il est très violent. Il va faire une vague, deux vagues et trois vagues. Et il n'y a aucun pullback, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, quoique la première vague, on pourra presque dire que c'est celle-là, quoi. Une vague, deux vagues et trois vagues. Donc, le FOMO, voilà. Si on doit le faire, on peut le faire, mais il doit être maîtrisé. On sait pourquoi on le fait, c'est déjà prévu plus ou moins dans le plan à l'avance. C'est-à-dire que, ok, moi j'étais là, je pensais pas que ça allait casser si vite, mais j'avais mon plan quand même que ça casse. Par exemple, je me suis dit, ok, là on va faire un range là-dedans. Donc voilà, si on fait un range là-dedans, si le plan c'est de faire un range là-dedans, bah on va pas forcément vouloir acheter là, puisque là on est sur le mid-range, voilà, on va pas vouloir acheter là non plus, malheureusement, parce que là c'est le haut du range, voilà, et donc là du coup on se fait sell, etc. Bref, et voilà, si le plan c'est de trader le range, bah c'est pas bon. Par contre, si le plan c'est que là c'était le bottom, parce que nous dans notre tête on voyait ça comme le bottom, etc. Suite à FTX, à plein de trucs, eh bien là le bon moment quand on voit des premières signes de reprise pour vouloir FOMO, quoi. Voilà. Même si on est toujours mieux logé ici ou là, hein. Mais bon, là, c'était pas non plus super facile à choper, quoi. Mais ouais, juste pour terminer sur le FOMO, hein, le plus important, je pense, c'est de rentrer quand vous avez l'avantage. Donc quand vous comprenez, quand vous êtes sur un support, voilà. Donc là, par exemple, c'était un peu. Moi quand on regarde mon plan, ici, c'est un peu tricky d'entrer, parce que pour moi, mon support, il est ici, par exemple. Donc là, on est en dessous, bon, c'est dangereux. Voilà. Voilà, pourquoi pas. C'est dangereux. Par contre, ici, on va le taper pile. On rebondit dessus, là, ça me donne plus envie d'acheter. Là, je suis pas au milieu de rien, en fait. Là, je sais où je suis. Là, je suis sur mon support long terme, etc. Je sais pourquoi je suis là. Ici, par exemple, j'ai short. Pourquoi? Bah, parce que là, pour moi, c'était une résistance long terme, donc je me suis pas posé de questions. Je suis pas au milieu de rien, là, en fait. Je suis quelque part. Voilà. Ici, je suis quelque part. Là, je suis au milieu de rien. Là, je suis plus ou moins quelque part. Je suis vers le support. Là, c'est tricky, par exemple. Parce que là, c'est un peu au milieu de rien, même s'il y avait quelques connivences avec, je crois qu'il y avait même je crois qu'ici, c'est le bottom sur la MA 666 en weekly, non? C'est un truc comme ça? Je sais plus. Bon, bref. Ah non, en 3D, je crois que, ouais, ouais, c'est la MA 666 en 3D. Enfin bon, bref, blague à part, voilà. Donc, voilà. Bah oui, il y a l'expérience, hein. C'est-à-dire que quand on est, enfin, j'ai l'air jeune trader, mais ça marche dans tous les domaines, hein. Et d'ailleurs, c'est à toi que j'avais répondu à ça dans le Discord Pro. Mais peu importe ce que tu vas faire, il faut prendre le temps d'apprendre à maîtriser les émotions qui sont liées à l'activité, tu vois. Je sais pas, si tu débutes même pour aller draguer des meufs, tu vois, bah tu vas toujours être en sueur quand tu vas commencer, tu vois. Et puis si tu le fais plein de fois, au bout d'un moment, bah, ça va te faire plus rien. Et puis à la fin, peut-être que tu vas être en mode battage de couilles, tu vois. Tu vas y aller en mode tranquillou, ouais, comment ça va, machin. Alors qu'au début, tu vas être en sueur, tu vois. Mais ça marche pour tout, même pour faire du jardinage, tu vois. La première fois que tu vas vouloir aller planter tes carottes, t'as jamais planté de carottes, tu vas être en sueur, tu vois. Mais si tu le fais plein de fois, eh bah, au bout d'un moment, tu vois, tu vas être à l'aise, hein, tout simplement. Et le trading, bah ouais, ouais, non mais le trading, c'est pareil, sauf que c'est encore c'est beaucoup plus hardcore que faire tout ça et que d'aller planter des carottes parce que quand tu vas planter des carottes, tu prends pas vraiment de risques, tu vois. Alors que alors que quand tu fais du trading, tu vois, t'as des vrais risques qui sont incarnés, quoi, tu vois. Et du coup, il faut prendre le temps de saturer ces émotions pour qu'elles puissent te faire moins d'effet, tu vois. Et voilà.
Ah, mais en fait, la solution, c'est de manger des carottes pour avoir le teint jaune et être beaucoup un meilleur séducteur. C'est ça la solution. Bon. Oh là là. Non, mais moi, tu me mets face à un potager, mon gars, je suis en sueur beaucoup plus que devant un graphe, hein. T'imagines pas, hein. J'aime pas avoir les mains sales, alors mettre les mains dans la terre, laisse tomber, hein. Bon, bah tant mieux, hein, si je fais un peu de clown, ça vous a réveillé sur mon truc. Bon, allez. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur toute la mentalité, le FOMO, tout ça? Bref, le FOMO, le plus important, je le redis dernière fois, c'est de rentrer sur les meilleurs points d'entrée. Là, vous avez de l'avantage. Et c'est ça que vous devez chercher en tant que trader, c'est avoir l'avantage. L'overtrading, c'est ce qui va vous buter le plus. Voilà. Et ça, c'est le plus dangereux de loin. Donc voilà, rentrer avec un avantage. Et c'est là où le but, c'est pas de passer 50 000 trades et d'en avoir un sur deux qui est gagnant. C'est réussir à en placer 10 et d'en avoir 7 de gagnants. Et là, on sera beaucoup mieux, quoi. D'ailleurs, bah moi, un des traders que j'affectionne bien sur Twitter, mais qui est un trader un peu dégène, hein, c'est Ice Tech Capital. Et Ice Tech Capital a clairement dit que lui, il allait se donner comme mission de passer 3 trades dans l'année, quoi. 3 trades dans l'année, quoi. Et c'est probablement un des meilleurs traders de l'écosystème, hein. Bon, c'est un mec qui a une gestion du risque complètement délirante. Donc, il faut faire attention, hein, faut pas, voilà, faut faire attention à comment on le suit, en avoir conscience. Mais c'est un des meilleurs traders de l'écosystème. Le mec est passé de 20 000 dollars à 800 millions quand même, hein. Donc voilà, c'est pas de n'importe qui. Et ce mec a clairement dit qu'il allait prendre très peu de trades différents. C'est-à-dire qu'il va avoir une très forte conviction sur quelques trades pour, pour vraiment suivre au maximum le projet, etc., comprendre ce qu'il fait, où il en est, le manager. Enfin bon, bref, voilà. Faire de l'overtrading, c'est vraiment ce qui va vous détruire le plus. En plus de ça, lui, il peut faire ça avec ses gros sous, là, et il peut faire sa vie à côté, quoi. Il n'est pas H24 derrière les graphes. Enfin, il l'a fait pendant un temps. Maintenant, il arrête. Il a arrêté. Il réduit le temps derrière les graphes, quoi. Mais je crois qu'avant, il tradait 15 heures par jour derrière les graphes, hein, donc voilà. Ouais, bah, en fait, tant qu'on n'a pas compris les méthodes, tant qu'on ne s'est pas éclaté suffisamment la gueule, je pense que c'est pas bon, hein. Et l'avantage du scalping, etc., c'est que ça permet d'accélérer ces périodes d'apprentissage. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien de faire du scalping parce que ça permet, contrairement au swing, voilà, moi, quand je fais mon swing sur RDNT, la fin d'expérience, je l'aurai 6 mois plus tard, quoi. Donc, c'est sûr qu'il faut pas être pressé, quoi. Alors que si je prends dans le même temps 50 trades en une semaine ou en 2 semaines, bah, je vais aller 50 fois plus vite en termes d'apprentissage enfin peut-être pas 50 fois parce qu'on apprend d'autres trucs d'une autre façon quand on fait du swing, hein. On apprend à garder son trade sur long terme, à maîtriser, etc. Mais surtout, bah, ça va me permettre de multiplier les expériences. Voilà, je vais être confronté à plein d'émotions différentes, à plein de trucs. Voilà. Et donc, du coup, apprendre un scalping, ça permet quand même de maîtriser vite, beaucoup plus vite des concepts. Par contre, bah voilà, si vous faites du scalping, que vous n'êtes pas scalper, faites-le soit avec un compte démo, donc vous pouvez le faire sur TradingView directement là, regardez, hop. Vous allez dans espace de trading, ici, et là, vous avez ajouté un courtier, Paper Trading, connecté, et là, vous avez un compte avec 100 000 balles. Voilà, vous pouvez vous amuser. Sinon, eh bien, vous faites ça avec un compte qui a 50 balles, qui a 100 balles, et vous essayez de le travailler. Et le but, c'est pas de gagner de l'argent. Donc ça, il faut vraiment être clair avec ça. Quand on fait du scalping et qu'on sait pas le faire, le but, c'est pas de faire de l'argent. Voilà, c'est vraiment
d'apprendre la méthode. Et par exemple, risquer 1 $ par trade, c'est possible avec le levier. Et c'est exactement ça qu'on veut être amené à faire en fait. On veut se dire, ok, est-ce que en risquant 1 $ par trade, est-ce que je suis capable de passer mon compte de 100 balles à 200 balles en X temps? Voilà, par exemple. C'est quelque chose, un défi qu'il faut être capable de se donner. Et si jamais, eh bien, on y arrive, eh ben, on pourra éventuellement commencer à mettre de l'argent, etc. Mais si déjà on n'arrive pas à le faire avec 100 balles, pour, par quel miracle vous pensez que vous allez y arriver avec 1000, 5000 ou 10 000? C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Ça va juste augmenter la difficulté, la pression, etc. Donc voilà, en tout cas, je sais pas vous, mais moi je pense que ça va être quand même un moment de préparer des swings, hein. Je pense que BTC, ça m'étonnerait pas qu'à un moment, alors peut-être qu'il va corriger sévère avant, c'est possible, hein. Mais pour moi, hein, et ça c'est vraiment mon avis perso, en général, dans tous les marchés, on a 3 vagues et c'est comme ça tout le temps, quoi. Genre ça marche tout le temps. Alors même là, bon là, sur celui-là, c'était un peu plus délicat parce que c'est tellement explosif. Et vous voyez, une vague, presque 2 vagues, ouais, je sais pas, 2 vagues, ou non, plutôt celle-là, ouais, une vague, 2 vagues. C'est vraiment tout petit pullback, hein. Et une troisième vague énorme. Et quasiment tous les marchés, il y a 3 vagues, quoi. Une vague, 2 vagues, 3 vagues. Ici, bon, il y a plutôt une vague ici, là, 2 vagues, ouais. Moi, je mets plutôt ici, en fait, une vague, 2 vagues et 3 vagues. Celui-là, je le compte pas vraiment, hein. Ça, c'est le creux du Covid. Enfin bon, ouais, je le compte pas vraiment, hein. Je pense que c'est plutôt ici, là, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Et là, on a eu que 2 vagues, voilà. Donc, moi, mon avis perso, c'est qu'on devrait avoir une troisième vague. Mais est-ce qu'on va avoir la troisième vague à partir de ici? Ou est-ce qu'on va l'avoir à partir de là, ou peut-être même un peu plus bas, hein? Peut-être que ça pourrait très bien casser comme ça, aller chercher là, j'en sais rien. Et vouloir faire une troisième vague énorme, c'est possible, hein. En général, la troisième vague, c'est la plus violente, hein. On peut le voir, hein. Elle est petite, moyenne. Je crois qu'en termes de taille, celle-là, elle est encore plus grande, hein. Vous voyez, elle va encore plus haut. À chaque fois, la troisième vague est toujours plus grande, hein. Celle-là, petite, moyenne et grande. Donc, potentiellement, on pourrait avoir du coup petite vague, moyenne vague et pourquoi pas une grande vague là, hein. C'est possible, hein. Donc peut-être qu'on aura une petite dernière chute, hein. Ça ferait un peu de nettoyage, hein, sur le marché avant de repartir. Mais en tout cas, que ce soit ici, là ou là, je pense que ça va être intéressant de vouloir commencer à préparer les swings. Donc, tout ça pour vous rappeler que le Katan, il va bientôt faire un webinaire sur les swings. Et cette troisième vague, ça va être intéressant de la choper. Et je pense que si jamais vous venez sans méthode, vous allez moins gagner qu'acheter même un webinaire qui, je sais plus combien il coûte Tomus, je crois que c'est 200, 300, je me rappelle plus combien il coûte. Mais même un webinaire à 300 balles, si jamais vous avez un certain capital, bon après c'est sûr que si vous tradez avec 100 balles, bon, c'est pas pareil, hein. Mais si vous avez un certain capital, venir avec méthode, ça va vous permettre de maximiser vos points d'entrée, vos TP et gagner bah, du coup un maximum. Voilà. Alors ça répond pas. Ah oui, 279. Bon, 279, sachant que vous avez moins de 10% aujourd'hui avec le code FIBOPRO. Et tac tac, il est ici. Et si jamais vous êtes membre du Discord Pro, vous avez moins 25%. Voilà, ça donne 254. Enfin, quel prince il donne les chiffres. Voilà. Et du coup, bah, les swings, vraiment, il va y avoir une bonne part de marché à prendre, hein. Après, ça c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de donner des prix à l'avance, hein. Ça veut pas dire qu'on ira là, hein, j'en sais rien, hein. Mais quoi qu'il en est, on n'a pas eu cette troisième vague. Et je peux vous assurer que en swing, vous aurez envie d'être de cette troisième vague. Et pour l'instant, on n'a toujours pas vraiment de signaux qui montrent que. Mais
Peut-être qu'on n'aura pas de correction, peut-être qu'on en aura, je ne sais pas, mais il faudra mieux être dedans. Et pour ça, bah, je vous invite vraiment à préparer le swing. C'est très important. C'est venir avec une méthode vous fera gagner énormément d'argent, euh, beaucoup plus que si vous venez sans méthode. Alors, le Discord Pro, c'est 70 par mois. Si tu peux prendre des formules à l'année, etc., ou 6 mois qui te reviennent moins cher, tu vois. Je crois que c'est à 700 à l'année. Ah, c'est 80 maintenant, pardon. Si tu prends l'année, tu vois, t'as des réductions, ou 6 mois, 3 mois, etc. Si tu prends mon code de 10%, il est valable sur la formule que tu prends. C'est-à-dire que si tu prends un mois, bah, tu vas économiser 8. Et si tu prends plusieurs mois, bah, tu vas économiser tu vois, 80, quoi. Donc ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Ok, pour les 3 vagues, c'est à partir de quel moment on est sûr d'être sur la première vague? Bah en fait, on est sûr de rien, hein. T'as vu, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, hein. Tu vois, quand on est là, là, on peut se dire, tiens, c'est le haut du range, là, on est sous résistance, on est ci, on est ça. C'est extrêmement difficile de le savoir, sauf si on est un trader averti et que on attendait ce moment. Voilà, le captain, il était max long ici, hein, je vous le dis, hein, il était max long. Personne n'était là à ce moment-là. Mais je peux vous dire qu'il était vraiment très très chaud et qu'il est rentré massivement et qu'il a pris des call options là, qu'il a vendu une fortune à fois 50 ou je sais pas quoi là. Il s'est mis très très bien quoi. Et il a gagné énormément d'argent sur cette première phase ici là. Juste là. À partir de là, il est resté plus calme, voilà. Il a regagné énormément d'argent dans tout là, voilà. Mais lui, vraiment, il gagne énormément d'argent sur les tendances parce que lui, il a la capacité de rentrer sur chacun des petits pullbacks qu'on voit là, bon, ça peut se mettre en 1 heure, mais voilà. Lui, il sait rentrer là-dedans, là. Tout ça, là, c'est du pain béni pour lui. Ça, il sait extrêmement bien le trader. Et donc, du coup, là-dedans, vu qu'il rentre avec du levier, machin, il se fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire qu'il peut, sur juste là, en réalité, ça a quand même duré 14 jours. Et si on pousse jusqu'à là, ça a duré 1 mois. Il s'est fait une quantité de thunes qui fait quasiment. Je ne sais pas quel est son PNL, mais je pense que juste dans ces quelques phases-là, là, il fait la moitié de son PNL de l'année en 2 mois, quoi. Donc en fait, voilà, il se fait plaisir. Alors que là-dedans, là, c'est facile à trader tout ça, hein. Même là encore, ça allait. À partir de là, ça devient très compliqué. C'est un sacré bordel, voilà. Là, c'est encore un sacré bordel. Là, c'est un sacré bordel. Là, c'est tout le temps dur. Là, par contre, ça redevient intéressant. Mais même là, c'était quand même assez technique, hein. Il y avait le crash de l'USDC, il y avait plein de raisons d'avoir peur, etc. Enfin, c'est toujours difficile, hein. Trader, c'est un métier, hein. Voilà, il s'est fait un peu piéger là, par exemple, parce qu'il pensait que ça allait partir. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y a des moments où il gagne, il y a des moments où il perd. Mais voilà, lui, il a la capacité, en tout cas, d'être capable d'acheter tous ces petits trucs là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est très, très difficile. Alors, je sais pas quel coin tu nous montres là. 0,14, dis rien. Je vois pas ce que c'est. Euh, Bah, pour moi, tu vois, le 0,7, je sais pas pourquoi tu n'as pas le 0,7 sur ton Fibo d'ailleurs. Moi, c'est les zones qui m'intéressent. Alors, c'est possible que là, ce soit bien, hein. Franchement, tu as mis le 0,666. Bah, il manque le 6 quand même, 0,66. Il manque le dernier hein, pour faire le chiffre du diable, hein, mais sinon, il te manque le 0,7, hein, collègue. 0,7, c'est 0,786. Mais sinon, ouais, t'as une première vague là, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, faut pas l'oublier, il est en bleu normalement, hein, c'est 0,786. Bon, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que là, j'arrive sur la fin.
Pour ceux qui viennent éventuellement d'arriver, je vais poster le replay, hein. Ça va, j'ai pas raconté que des conneries aujourd'hui, à part sur ma théorie des carottes. En tout cas, sachez que bientôt, il y aura la possibilité, si jamais vous êtes intéressé par le Discord Pro, de venir discuter avec un membre de l'équipe pour avoir quelques informations en one-one. Ça arrivera bientôt, dans 1 ou 2 semaines. Euh, voilà, soyez à présent en live parce que c'est là où vous pourrez éventuellement avoir plus d'infos à ce moment-là. Ça arrive bientôt. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais y aller si j'ai plus de questions. Et puis, bah, bonne chance à ceux qui ont eu aussi les NL gratuits là. C'était l'aubaine. Au plaisir. À une prochaine alors peut-être. Et au mieux dans le Discord Pro, hein. On vous attend. On est, on est là. On est là.